C'est le 20 novembre prochain que se tiendront au Mali les élections communales. Le comité de pilotage du scrutin vient de le confirmer au cours d'un point de presse. Aussi évoqué lors des échanges, la loi électorale, le cheminement des matériels électoraux ainsi que les dispositions sécuritaires, entre autres. Faire connaître les institutions de la République à la société civile et aux jeunes de Caille, c'est à cela que s'attelle Madame le ministre du Travail et de la fonction publique chargée des relations avec les institutions, Diarra Kitala, est en déplacement dans la capitale des Rails. Dans la chloriculture et société, nous vous amènerons dans la commune rurale de Pignari-Sur, sur le plateau d'Ogon, où se trouve un important patrimoine culturel. Il s'agit de la légendaire mosquée de Nando, qui date du XIIe siècle. Dimanche 20h, mesdames et messieurs, merci de votre présence. Bonsoir à tous. Les élections communales se tiendront effectivement le 20 novembre au Mali. Le comité de pilotage du scrutin était devant la presse pour faire l'état des lieux des préparatifs. Les membres du comité ont également parlé de la loi électorale, du cheminement des matériels et des dispositions sécuritaires prises pour la circonstance. Agali Agissa était présent. Plus de 7 millions d'électeurs maliens répartis entre environ 21 730 bureaux de vote devront élire les conseils municipaux le 20 novembre prochain. Ces élections se déroulent au moment où la loi électorale connaît des innovations majeures. L'innovation majeure apportée à cet effet à la loi électorale a consisté en la consécration du candidat en tête de liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges comme maire de la commune. La dérogation accordée aux représentants de l'État dans les arrondissements, les cercles, les ambassades et les consuls pour légaliser les procurations de vote. Il y a également l'extension de la possibilité d'organiser les élections communales à des dates différentes en cas de nécessité à toutes les élections des collectivités territoriales. L'interdiction de toute campagne électorale dans les lieux de culte. Les 5 commissions du comité de pilotage des élections s'activent pour être au rendez-vous. L'acheminement des matériels électoraux à l'intérieur du pays, la sécurisation des élections sont entre autres défis à relever. 2 rotations de déploiement de matériel et des imprimés dans les localités où les listes de candidatures ont été déposées sont prévues. L'élaboration des documents de bord pour l'atteinte de ces objectifs est effective. Les élections communales vont coûter 12 milliards, 28 millions 42 000 francs CFA. Un plan de sécurisation du processus électoral a été élaboré en collaboration avec les forces de défense. Aujourd'hui, plus de 41 200 candidatures sont enregistrées dans 8 régions et le district de Bamako. La candidature de la commune de Salam dans la région de Taoudeni a été déposée à Tombouctou. Cependant, aucune candidature n'a été enregistrée dans la région de Ménaka. Madame Manassa Danyoko, président de la Cour constitutionnelle du Mali, porte à la connaissance des citoyens, des candidats, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, du président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, du président de la Commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections, qui est la proclamation de la liste définitive des candidats à l'élection partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Tomignan, scrutin du 4 décembre 2016, aura lieu le lundi 31 octobre, demain lundi 2016, à partir de 11 h au siège de l'institution sise à l'ACI 2000. Les personnalités et structures concernées, les médias d'État et la presse privée y sont conviés. Et nous avons aussi ce communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés que dans le cadre de la session ordinaire en cours, une séance plénière se tiendra demain, lundi 31 octobre 2016. L'ordre du jour portera sur le renouvellement du bureau des commissions générales. La séance débutera à 10 h dans la salle Awakeita. Le président de l'Assemblée nationale s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Nos forces de sécurité à pied d'œuvre, elles poursuivent les enquêtes de l'attaque du poste de Sanankoroba,
et le braquage jeudi dernier d'un client au siège d'Ecobank. Une évolution normale mais sûre de ces enquêtes. Déjà plus de 120 interpellations ont été effectuées et les pistes menant aux malfrats sont prometteuses. C'est ce qu'on apprend en tout cas de la rencontre police, gendarmerie et garde nationale. Ils appellent la population au calme et sollicitent sa participation. On fait le point avec Mohamed Ould Mamouni. C'est l'alerte maximum actuellement au sein des forces de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale. Un seul mot d'ordre, traquer les bandits armés, auteurs de l'attaque du poste de Sanankoroba et le braquage jeudi dernier d'un client au siège de Ecobank. Sur ce dernier point, les premières pistes de l'enquête sont prometteuses selon le directeur général de la police. Nous avons des indices que nous sommes en train d'exploiter, notamment cette fameuse plaque qui a été volée dans un garage depuis le lundi 24. Plus d'autres informations. Dans le cadre de nos patrouilles, nous avons fait des interpellations. Donc nous sommes en train de faire la part des choses. Nous vérifions parce qu'aujourd'hui, nous connaissons des groupes de braqueurs, nous connaissons des multirécidivistes, des repris de justice. Tous ces mondes sont en train de faire la part des choses. Depuis ce dimanche matin, des informations circulent sur les réseaux sociaux faisant état de l'arrestation des braqueurs au siège de Ecobank. À l'instant, ils ne sont pas arrêtés, mais nous avons des indices sérieux qui sont en train d'exploiter. Quant à l'attaque du poste de péage de Sanankoroba, là aussi les investigations sont en cours et les éléments disponibles sont rassurants. Nous avons eu à connaître une forme d'attaque armée. Il s'agissait de quoi? 4 individus qui surgissent et à partir de l'obscurité et des buissons pour attaquer le péage. Et les premiers éléments nous montrent qu'ils étaient armés de pistolets mitrailleurs. Parmi eux, il y avait 3 en cagoule et 1 en turban. Le fait de s'en prendre directement au tenant du péage, cherchant à savoir l'emplacement exact de la caisse, tout laisse à croire que c'est une forme d'attaque armée pour s'emparer, en tout cas, de la recette. Les responsables de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale appellent la population au calme. Fin de l'atelier Genre et Développement. Les travaux de 2 jours lancés par le Premier ministre se sont terminés sur des notes positives. Par exemple, dans les recommandations, les participants demandent une plus grande facilité de l'accès à la terre, au crédit et à la formation pour les femmes. Pour rappel, cet atelier national prépare l'élaboration de la participation du Mali au Forum des femmes de l'espace Afrique-France qui se tiendra ici à Bamako en marge du sommet Afrique-France. Alousseini Touré, reportage. Les femmes du Mali, dans toutes leurs catégorisations socio-professionnelles, se sont penchées sur les difficultés qui freinent leur émergence, notamment dans le domaine agricole et de l'agro-business. C'est pourquoi les recommandations de l'atelier ont abouti à l'interpellation des décideurs sur les voies et moyens permettant l'épanouissement de la femme dans ces domaines. Par rapport à notre gouvernement, nous sommes aujourd'hui dans l'agroalimentaire, nous sommes dans l'agro-pastoral. Donc il y a beaucoup d'actions qui se font au niveau de la transformation, mais les équipements dont les femmes disposent aujourd'hui ne sont pas des équipements à hauteur de souhait. Donc le gouvernement puisse équiper les femmes qui sont dans la transformation, qui sont dans l'alimentaire, qu'elles bénéficient d'équipements vraiment qui puissent faire en sorte que les produits qu'elles transforment soient des produits qui sont achetables non seulement sur le marché malien, mais que ces produits soient achetables et concevables sur d'autres marchés. L'accès à la terre a été une question fondamentale et qui a été ressortie dans toutes les régions. Donc on a souhaité que le gouvernement vraiment puisse prendre des mesures pour que les femmes puissent accéder à la terre sécurisée. Il y a des dispositions qui existent dans certaines lois et dans certaines politiques, mais il n'y a pas de décret d'application. Il faudrait donc que les décrets d'application soient pris pour qu'on puisse concrétiser donc cette volonté politique d'appuyer les femmes en terre aménagée. Aussi, les différentes recommandations seront relayées à qui de droit, car l'atelier est avant tout une volonté forte des plus hautes autorités. Elle demande qu'on mette l'accent sur la formation. Elle demande aussi, bien sûr, qu'on les aide dans le domaine du financement. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir comment les Maliennes sont mobilisées pour la réussite du sommet, parce qu'elles ont compris que ce sommet, c'est pour elles, c'est pour tout le Mali. Parce qu'elles ont compris que Kidal à Gao, de Tombouctou à Taoudéni, et de Kaï à Sikasso, de Ségou à Bamako,
et Koulikoro, les préoccupations sont les mêmes. Les Maliens ont envie de voir revenir le Mali d'antan, avec des gens dans tous les coins et recoins du pays. Et pour elles, le sommet va favoriser ça. C'est pour ça qu'elles ont dit, elles ont compris que ce sommet, c'est pour elles. Ce sommet, c'est pour tout le monde. Le Forum des femmes de l'Afrique francophone et de la France se tiendra en décembre prochain à Bamako. Dans les régions du Mali, on prépare activement aussi le sommet Afrique-France. Dans la Venise malienne, les jeunes se concertent sur différents modules, notamment les jeunes face aux défis des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ou encore la participation des jeunes à la résolution des conflits. Mamar Ibrahim Touré nous en parle. Les concertations régionales de la jeunesse de Mopti visent à donner l'opportunité aux jeunes de la région de pouvoir parler de leurs problèmes et de leurs besoins. Elles visent à les amener à apporter leur contribution de qualité en vue de réaliser des objectifs assignés au Forum des jeunes Afrique, France et la diaspora. L'objectif de ces concertations, c'est d'abord permettre à la jeunesse au niveau des régions de pouvoir s'approprier des contenus d'un document TDR que nous avons établi avec les CENOSAF et aussi de pouvoir amender ces documents et faire des contributions en termes de recommandations d'abord pour une meilleure organisation du forum. Les débats seront axés sur la participation des jeunes à la résolution des conflits, jeunesse africaine et mondialisation, les jeunes face aux défis des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et enfin, jeunesse, développement économique, emploi et formation. Ce qui nécessite une participation active et efficace aux échanges et discussions pour faire porter la voix des jeunes de Mopti. Je reste persuadé que les recommandations issues de vos échanges permettront de trouver les voies et moyens d'une mobilisation pleine et entière des jeunes de l'ensemble de la région de Mopti pour l'atteinte des résultats escomptés. Les travaux de Mopti sanctionnent la fin des concertations régionales de la jeunesse. Elle est en première région. Il s'agit de Madame le ministre du Travail et de la fonction publique chargée des relations avec les institutions. Cette visite rentre dans le cadre de la vulgarisation des missions des institutions de la République. Diarra Raki Tala se donne en effet pour objectif de faire connaître par la société civile et surtout les jeunes nos institutions. Et pour l'occasion, le président du Conseil économique, social et culturel, Boulkassoum Aïdara, a fait le déplacement. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. Échanger sur les institutions de la République, telle est l'initiative du ministre du Travail et de la fonction publique, chargé des relations avec les institutions, Mme Diarra Arakitala. Présidé par le président du Conseil économique, social et culturel, cet exercice était indispensable, eu égard au fait que peu de citoyens connaissent exactement et selon l'ordre prescrit les 8 institutions de la République, qui sont le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, le Haut Conseil des collectivités et enfin le Conseil économique, social et culturel. Les participants à cette rencontre, qui sont les chefs de services régionaux, la société civile et autres personnalités, ont apprécié cette initiative du département en charge du travail et de la fonction publique, qui d'ailleurs est une première dans la région de Caille, et au gouverneur Baba Haman Maïga de renchérir en certifiant que cette opportunité permet de sortir les institutions de la République de l'anonymat. Le Conseil économique, social et culturel, selon son président Boulkassoum Aïdara, collecte, rédige à l'attention du président de la République, du gouvernement et de l'Assemblée nationale le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile, avec des orientations et des propositions. Selon le ministre du Travail et de la fonction publique, chargé des relations avec les institutions, en fonction de la connaissance des institutions, tout citoyen doit aider à la marche effective de notre société, tout en soutenant toutes les institutions, avec en tête le président de la République. Auparavant, Boulkassoum Aïdara et Madame le ministre ont été reçus avec tous les honneurs par les corps constitués, tant à l'entrée de la ville qu'au gouvernorat. Une visite à la direction régionale du travail a mis fin à cette mission des 2 personnalités à Caille. Un autre ministre sur le terrain, il s'agit de celui de l'énergie et de l'eau en 7e région. Au cours de cette visite, Malik Al-Husseini a posé de véritables actions de développement, comme apporter de l'éclairage public solaire à la ville de Gao ou le raccordement du quartier de Djidara aux installations eau et énergie. D'autres détails, c'est avec Driss Akouné.
Par ce geste, le ministre Malik Al-Husseini offre ainsi de la lumière à une grande partie de la ville de Gao à travers ses dispositifs d'éclairage public. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a aussi procédé à l'implantation du premier support du béton armé de l'électricité et le raccordement des tuyaux de robinet du quartier de Djidara sur les réseaux EDM et Somagep. C'est un projet qui a coûté 36 millions de francs CFA. Il y a environ 400 mètres de tuyauterie qui a été posé. Nous venons aussi de procéder à la pose du poteau qui va permettre de réaliser également un vœu important pour le président de la République, c'est de raccorder Djidara à l'électricité. Ce projet va coûter environ 1 milliard de francs CFA. À Gao, en période de forte chaleur, l'eau et l'électricité sont des denrées rares. Des dispositions sont déjà en cours, assurance du ministre Malik Al-Husseini en visitant la centrale thermique de EDM SA et la station de traitement de l'eau de la Somagep SA. Nous avons vu également qu'au niveau de cette centrale électrique, il y a un renforcement des capacités en fait, de stockage. Il y a une cuve d'environ 500 mètres cubes donc de gasoil qui est en construction. Tout sera entrepris déjà pour 2017 pour que ce soit la Somagep qui assurera les opérations en fait d'approvisionnement en eau potable des zones en crise. Et ça, les dispositions seront prises dès à présent. Et pour 2018, des travaux neufs seront entrepris sur financement de l'État du Mali pour avoir de nouvelles infrastructures. Autre activité de l'hôte de la cité des Askia, la conférence d'information sur les activités de son département avec les cadres de la région. Activité au cours de laquelle Malik Al-Husseini a expliqué l'attachement du président de la République au développement des régions du nord du Mali. Le clou de cette visite à Gao reste le lancement de la route Gao-Bourem-Taoussa et le site a reçu la visite du ministre Malik Al-Husseini pour s'imprégner des préparatifs des travaux. Une délégation conduite par le secrétaire général du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire au Burkina Faso, c'était à la faveur de la tenue de la 4e réunion de la commission tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens vivant au Faso. Le commentaire là-dessus de Ramata Konaté. De cette 4e réunion de la commission tripartite Burkina-Mali-UNHCR, on note des avancées, notamment au plan administratif et sécuritaire. La réouverture des écoles à Kidal la semaine dernière est un grand motif d'espoir que le gouvernement de notre pays est résolument engagé à consolider afin d'assurer les conditions préalables et indispensables à tout développement. Au titre de la prise en charge des besoins urgents de nos compatriotes réfugiés au Burkina Faso, des actes concrets ont été posés. Le ministère en charge de la solidarité a diligenté le 21 mai 2016 une assistance alimentaire composée de 375 tonnes de riz et 17 tonnes de sucre, acheminées dans les camps de Dibo et de Douri. Nous avons enregistré à la date du 30 septembre 2016 le retour volontaire et spontané d'environ 56 729 réfugiés du Burkina Faso, du Niger et de la Mauritanie. À propos du retour des réfugiés, le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire prévoit la réalisation et la réhabilitation de 31 sites d'accueil. Ces sites sont composés de points d'eau, de centres de santé et de salles de classe. 7 sites ont été réalisés et 9 en cours d'exécution sur les 31 prévus selon les responsables du département. Cette rencontre de Ouagadougou fait suite à celle de Bamako tenue le 7 avril dernier. Restons au Burkina Faso, direction le CIAO 2016 à Ouaga, où nous allons vous montrer le savoir-faire malien pour cette 14e édition. Le Mali est présent avec 104 artisans exposant dans les domaines œuvres d'art, esthétique, habillement et alimentation. Et ce qui est encore meilleur, nous précisent nos envoyés spéciaux Alou Touré et Suleiman Kenza Sidibé, les stands du Mali affichent une affluence record. Suivons ensemble.
Les autorités maliennes ont fait de la promotion de l'artisanat une des priorités des secteurs de développement socio-économique du pays. Elles ont perçu le rôle tant créateur d'emplois, tant générateur de richesses et par conséquent des revenus pour les artisans. D'où cette présence massive bien assumée de la part des autorités maliennes de la centaine d'artisans à cette 14e édition du CIAO. Le Mali est présent au Concert des Nations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Maliens, autant qu'ils sont partout où ils se retrouvent, seront très fiers et ont compris que le Mali a repris, le Mali vit, le Mali est présent, le Mali compétit, le Mali engorge des résultats. Les artisans maliens excellent dans les œuvres d'art, comme peuvent en témoigner les produits tamashek et dogon présentés ici. Ça c'est des bracelets, on appelle avant, chez nous, les chefs de village de Touareg, des femmes, c'est eux qui portent ça. On fabrique en bois des bennes avec d'argent blanc. Le lit de repos royal, c'est 100% africain. Mais les pieds, c'est fait avec cornes de vache. Mais en base, c'est en bois africain chez nous-mêmes. Le Mali, c'est aussi l'artisanat de l'habillement. Les effets d'habillement sont les bases made du Mali, le bogolan conçu à partir du coton malien en passant par les produits des unités de transformation du coton malien. On fait les boubous marocains avec les bazins, on fait tous les modèles, on fait les pantalons, tout. Voilà. Voilà les boubous marocains. Le CIAO, c'est l'évaluation. Le CIAO aussi, c'est les prises de contact. Donc nous sommes venus dans le cadre de la promotion du coton malien dans toute sa diversité. Ce n'est pas tout. Vous avez également ces pelles rares aux colliers uniques, ils sont faits à la main. Il faut avoir de l'imagination et être créative. Enfin, pour l'alimentaire, vous avez aujourd'hui des jeunes transformatrices qui font tout avec du sésame, couscous, l'huile, le beurre et le gâteau, et sans oublier le rognier duquel on fait l'infusette du rognier, pour dire que le génie créateur est de ce monde. Toujours hors de nos frontières, le collectif Fraternité de la ville de Grigny en France porte un regard croisé sur la résolution des crises à travers une analyse de l'accord de paix et de réconciliation nationale du Mali. Je vous signale que ce collectif est un regroupement multiculturel composé de 15 associations et c'est en collaboration avec la délégation permanente du Mali à l'UNESCO qu'il a organisé cette journée de la fraternité à Grigny, c'est dans la région parisienne. Marafine Konaté, reportage. La ville de Grigny, la culture de la paix. Par ce hymne à la paix, les enfants de Grigny témoignent ainsi du caractère multiculturel de la ville, un atout que le collectif Fraternité de Grigny traduit en élan de solidarité en direction du Mali. L'objectif est de contribuer au vivre ensemble, promouvoir les valeurs de la fraternité ici à Grigny, en France et en Afrique. Il est composé de 15 associations membres, chacune gardant son autonomie, mais toutes concourent à la mutualisation des moyens et compétences. Regard croisé sur les modalités de résolution des crises, cas de l'accord de paix et de la réconciliation nationale au Mali, c'est le thème de cette journée de fraternité, un espace où se forge un cadre d'échange entre la ville de Grigny et les plus hautes autorités maliennes. Le Mali, à l'instar d'autres pays de la région sahélienne et du monde, s'est trouvé confronté à une crise multidimensionnelle. Dans ce contexte, notre engagement est de devoir bâtir les générations aux compétences interculturelles formées aux valeurs de l'universel. Je suis heureux que vous ayez créé ce forum et qui nous permet aujourd'hui de verser tout ce que nous avons comme idée, comme principe, comme observation pour que les uns et les autres on puisse se retrouver entre Maliens français, entre Maliens sénégalais. C'est ça les bons, c'est ce coup de débat, c'est d'être agréable les uns vis-à-vis des autres. Des débats sur la contribution de la diaspora pour une consolidation de la paix en France et au Mali, le dispositif d'appui pour le développement d'une culture de la paix en direction des jeunes, entre autres, ont été les temps forts de cette journée qui s'est terminée en beauté avec un concert. Retour au Mali, direction Niamfoulila avec cette visite de Madame le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Sur place, Keïta Aïdambo a inauguré des infrastructures réalisées par le programme d'appui à l'agriculture durable et des résiliences contre le changement climatique. Coût total des réalisations, 400 millions de francs CFA. Fatma Takouni.
Arrivé à Yanfolila dans la matinée, la délégation, avec à sa tête le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, parcourt 22 km pour se rendre à Wassoulou-Balé pour observer le Dala, une mare aménagée pour faire de la riziculture. L'œuvre est du programme d'appui à l'agriculture durable et de résilience contre le changement climatique, PADRECI. La dernière étape de la tournée concerne les puits pastoraux de Djeléfi et de Sido, sans oublier l'étang piscicole de Sikorolé à 35 km de Yanfolila. Une première expérience réussie. Nous voulons justement montrer à travers cette mission que le Mali est en train de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Les communautés à la base sont engagées, les populations que nous avons rencontrées sont elles-mêmes très fières et très contentes d'avoir pu être accompagnées. Ce sont des solutions à apporter. Il y a d'autres contraintes, mais nous sommes aussi là pour essayer de pérenniser d'abord ces investissements. Investissements réalisés par un consortium d'ONG, Agir, APVN, Guamina, à travers le Fonds Climat. Coût total des réalisations, 400 millions de francs CFA. Pendant 24 mois, nous nous sommes investis à la réalisation d'actions concrètes et de grande envergure comme l'étang piscicole que nous venons de voir, 2 dalas, 6 trous à poissons, 15 puits pastoraux au bénéfice des communautés de 53 villages des communes de Wassoulou-Balé, Seremou Sani-Sanou et Djalonfla. Les autorités politiques, administratives et traditionnelles du cercle de Yanfolila sollicitent vivement l'extension aux autres 9 communes du cercle de Yanfolila de notre cher programme qui a pourtant contribué à la lutte contre la pauvreté. La pauvreté qui pousse les femmes et les jeunes à pratiquer leur paillage. Tous ici confirment que grâce au programme, la population s'adonne à d'autres activités telles la riziculture, la pisciculture, l'aviculture et l'agriculture. Fatoumata Kone, notre envoyé spécial. Fin presque du mois de la solidarité. Avant de le boucler, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Abdraman Babi, saisit l'occasion. Il a procédé à la remise de permis de conduire à des jeunes apprenants chauffeurs et conducteurs de mototaxi. C'était à la gare routière de Médine, nous dit Mamadou Fani. La formation et l'insertion des jeunes figurent en bonne place de la politique de l'emploi du gouvernement. En procédant à la remise de permis de conduire à 280 jeunes apprentis et conducteurs de mototaxi, le chef du département de l'emploi et de la formation professionnelle accentue ainsi les efforts du gouvernement dans la création de l'emploi. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, à travers ses différentes structures, notamment le Programme national d'action pour l'emploi en vue de réduire la pauvreté, œuvre inlassablement aux côtés de personnes démunies et des couches les plus défavorisées en vue de leur assurer par la formation professionnelle et l'insertion un plein épanouissement. Cette opération a coûté plus de 34 millions de francs CFA au département en charge de l'emploi à travers le programme national d'action pour l'emploi en vue de réduire la pauvreté. Ce programme a pris conscience qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont vraiment besoin d'avoir un permis, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc les assister de façon gratuite, un appui vraiment déterminant pour que les jeunes puissent sortir de l'illégalité. Parce que conduire sans permis, c'est de l'illégalité. Être formel et éviter à ce que les autres concitoyens puissent être soumis ou même exposés aux dangers éventuels que ces jeunes puissent conduire sans permis. À noter que la présente cérémonie s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Mois de solidarité, toujours cette fois-ci, ce sont les ministres de la Culture Ndiaye Ramatoulaye Diallo et de la promotion de l'investissement et du secteur privé Koniba Traoré qui apportent le soutien du gouvernement. Ça se passe à Fana, chez Djeli Fotigui Diabaté, c'est lion de la musique malienne. Un centenaire a fortement apprécié ce geste des autorités. Envoyé spéciaux, Cheikh Oumar Sangaré, Mbarakou Maïga. Pour un après-midi d'entraide, la grande famille des griots et hommes de caste du cercle de Djouila s'est réunie autour du patriarche Djeli Fotigui Diabaté. Conformément aux idéaux du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, le ministère de la Culture apporte des vivres et une enveloppe symbolique à ces musiciens émérites de 98 ans environ. La solidarité est une valeur fondamentale de notre culture. Nous avons saisi, encore une fois, cette occasion pour venir faire un geste
de solidarité au nom de la République à un des fils de la République qui a eu à porter haut le drapeau du Mali. C'est un honneur pour nous de venir au nom du chef de l'État rendre hommage, un vibrant hommage à ce grand monsieur Djelifotigi Diabaté. Grand joueur du Ngoni, Djelifotigi Diabaté a accompagné plusieurs artistes dont fait son épouse Koni Koumaré. Avec cette dernière, il a enregistré l'un des tout premiers disques de la musique malienne en 1952 à Dakar. C'est avec beaucoup d'émotion que le vieil artiste a accueilli ces gestes des plus hautes autorités. Je suis très heureux d'accueillir ce beau monde chez moi. Je souhaite que Dieu assiste nos autorités dans ce qu'elles font pour le pays. Je souhaite beaucoup de succès au président Ibrahim Boubacar Keïta. Autorités coutumières, administratives, politiques et des populations de Fana se sont fortement mobilisées pour donner un éclat particulier à cette cérémonie de remise des dons. 26e anniversaire de l'association Adima, Alliance pour la démocratie au Mali. Les abeilles se sont réunies autour d'une conférence débat sur le thème « La vie associative et la jeunesse ». Salimata Dao, reportage. L'association Adima a choisi la pyramide du souvenir pour commémorer ses 26 ans d'existence et de combat pour la démocratie. Elle profite de cette célébration pour partager avec la jeunesse ses souvenirs et l'inviter à mieux s'impliquer dans la vie de l'association. C'est un souvenir heureux, mais en même temps c'est une interpellation. Pourquoi les jeunes aujourd'hui ne s'organisent pas? Le pays a changé. Ils doivent apporter leur contribution dans la construction de notre pays, dans la consolidation de la démocratie malienne. L'association se considère comme un tremplin pour les jeunes. Elle pense également que le rétablissement du dialogue intergénérationnel s'avère être un moyen de rapprocher les générations. La vie associative et la jeunesse, c'est autour de ce thème que s'est déroulé le débat. De sa création à aujourd'hui, l'association Alliance pour la démocratie au Mali a toujours été fidèle à ses objectifs dans son engagement. Aujourd'hui encore, elle saisit cette conférence pour dire à la jeunesse qu'il est temps de prendre les choses en main et qu'il est inadmissible et impensable qu'elle soit démobilisée, désengagée et désintéressée de la vie politique au point de ne pas se rendre compte que le combat que l'association mène en ce moment est le leur. Dans le souci du rajeunissement de ces instances, l'association Adima se dit prête à accompagner et encadrer les jeunes. Ils pourront ainsi jouer un rôle prépondérant dans l'histoire de la démocratie au Mali. Et nous avons ce communiqué de l'opposition. Dans un communiqué déposé donc à notre rédaction et signé par le chef de file de l'opposition, les partis politiques de l'opposition républicaine et démocratique déclarent avoir tenu une réunion extraordinaire samedi 29 octobre au siège du Parena sur la dégradation de la situation sécuritaire au Mali en général et à Bamako en particulier. Face à cette situation, ils expriment leur profonde inquiétude. Pour les partis politiques de l'opposition, la solution à la situation actuelle, c'est la tenue de concertation intermalienne. Les conditions de vie des femmes et de certaines écoles d'une trentaine de villages du cercle de Kita seront bientôt améliorées. Promesse faite par Plan Mali qui va donner du matériel en énergie renouvelable. C'est là à travers le projet d'accès aux services d'énergie renouvelable. Un projet qui vient d'être lancé, son coût de réalisation, plus d'1 milliard de francs CFA pour une durée de 3 ans. Adama Koulibaly, compte rendu. Double réflexion de Plan Mali sur l'amélioration des conditions de vie des populations rurales dans le cercle de Kita. Plan Mali, à travers son projet d'accès aux services d'énergie renouvelable, vient d'offrir des moulins avec système solaire, des foyers améliorés à des femmes de certains villages du cercle de Kita. Cette opération est le début des activités de Plan Mali pour accompagner les femmes du monde rural de cette partie du pays. Selon l'ONG internationale, les femmes vivant en dehors des grandes villes sont parmi les plus fatiguées. Et aussi s'ajoutent à elles les élèves des écoles rurales. Des écoles seront électrifiées à travers des installations de panneaux. Des femmes et des écoles de 30 villages seront les bénéficiaires des activités de Plan Mali. Plus d'1 milliard, 720 millions seront investis dans ce projet qui doit durer 3 ans. Très souvent, on pense que quand on dit développement, c'est les bâtiments, c'est les étages, c'est le goudron.
c'est pas ça. Le développement, c'est des choses comme ça qui nous permettent de vivre une vie très simple, une vie très paisible, qui nous permet d'avoir des solutions à nos problèmes à la maison, dans les ménages et dans les communautés. C'est après ça on va penser maintenant à vivre sur des étages. Les responsables de l'ONG estiment que cet appui aux femmes et aux écoles peut être la solution à la réduction du déboisement qui favorise la sécheresse. Deuxième édition de la Bourse nationale des semences d'échalotes oignons, c'était à Nyono et c'est Fousseini Samake qui nous en parle. Cette deuxième édition de la Bourse nationale des semences d'échalotes et d'oignons se veut un cadre d'échange entre les différents acteurs intervenant dans la filière d'échalotes oignons au Mali. Un partenariat gagnant-gagnant entre les fournisseurs de semences de qualité, d'intrants agricoles et les producteurs d'échalotes oignons des régions de Ségou, Mopti, Kaï, Koulikoro pour accroître la productivité de la chaîne de valeur échalotes oignons. Pour que le producteur ou la productrice ait une semence de qualité. Vous savez que le milieu rural, ça c'est le milieu le plus pauvre. C'est pourquoi on fait tout pour que les producteurs et les productrices viennent chercher des semences de qualité à un prix abordable. Nous lançons un appel à IFEO, à AgriProfocus et à ASEMA Mali à faire de cette bourse une opportunité à pérenniser pour faire du Mali une puissance agricole dans l'échalote et l'oignon au profit du Mali et de la sous-région ouest-africaine. Ce partenariat entre l'interprofession de la filière échalote-oignon et ses partenaires Djegani Djaba et IFEO Mali coïncide avec la période où les besoins en semences des paysans est accru en zone au fil du Niger. Cette foire se tient fort opportunément dans une période où s'expriment généralement les besoins en semences de la grande majorité des producteurs d'oignons et d'échalotes. Bientôt, en tout cas, les producteurs de Nyono, pour la plupart, vont commencer les travaux de maraîchage. Autre temps fort de cette journée ont été les visites des stands, les échanges d'expériences sur la culture de l'oignon et la présentation du pôle de centralisation de Nyono qui a une capacité de plus de 120 tonnes. Lancement à Tombouctou d'un projet intitulé « Urgence d'appui et de renforcement de la résilience des enfants en mobilité dans la ville des 333 saints ». Il est financé par l'USAID et exécuté par Indamali en partenariat avec Terre des Hommes de Lausanne. Amoussoumeila, correspondance. Ce projet d'urgence appui et de renforcement de la résilience des enfants en mobilité dans la ville de Tombouctou dans sa deuxième phase vient consolider les actions en cours en matière de protection des enfants. Financé par l'USAID et exécuté par des ONG Indamali et Terre des Hommes Lausanne. Cette problématique de mobilité des enfants reste une question cruciale avec tous les risques liés tout au long de leur parcours migratoire à la recherche de meilleures conditions de vie. C'est ici le lieu d'exhorter tous les acteurs à multiplier les efforts pour exploiter au maximum les leçons tirées de l'expérience précédente. C'est un projet qui est en parfaite harmonie avec les instruments nationaux de promotion et de protection des droits des enfants, notamment de la politique nationale de promotion et de protection des enfants au Mali, a pour objectif d'apporter une réponse aux préoccupations majeures des enfants, d'où ces messages des autorités régionales. Indamali, en partenariat avec Terre des Hommes Lausanne, souhaite intervenir encore dans la ville de Tombouctou pour consolider d'abord les acquis de la phase pilote et pouvoir avancer. Cette intervention permettra de mieux accompagner les premiers bénéficiaires dans leur projet de vie et d'en toucher d'autres. Par ailleurs, au cours de ce lancement, des kits ont été remis à une centaine de jeunes formés par la première phase du projet pour les insertions socio-économiques dans différents corps de métier. Place à la chronique culture et société. Ce soir, on s'intéresse à un important patrimoine culturel situé dans la commune rurale de Pignari-sur le plateau d'Ogon. Il s'agit de la légendaire mosquée de Nando qui date du XIIe siècle et qui serait parmi les plus anciennes d'Afrique de l'Ouest. Plusieurs mythes entourent ce lieu de culte. La bâtisse se présente également comme un original chef-d'œuvre architectural. Je ne vous en dis pas plus, nous allons suivre Cheikh Oumar Sangaré. Les versions quant aux circonstances de la construction de la mosquée légendaire de Nando divergent parfois. Cependant, elles s'accordent sur son apparition soudaine avant même la diffusion de la foi musulmane dans la région.
En effet, cette mosquée serait la matérialisation d'un souhait exprimé en rêve simultanément au fondateur du village et à son jeune frère. Il leur a été demandé de préparer un espace pour la construction d'une maison de Dieu, ce qui fut... Pendant 5 ans, les frères ont tenu à ce que l'espace aménagé soit bien gardé. Un jour, les habitants ont été surpris de constater qu'à l'espace d'une nuit, le bâtiment de la mosquée est apparu. À part les travaux de la toiture et de clôture, personne n'a vu ni participé à la construction de cette mosquée. C'est pourquoi on a dit à l'époque qu'elle est tombée du ciel. Selon les rêves, le bâtiment doit être gardé en dehors de toute impureté. Dans tout le village, il n'y avait qu'un seul homme sage qui ne buvait pas d'alcool. Alors, c'est à lui qu'a été confiée la garde du bâtiment mythique. Pendant longtemps, la mosquée reste non utilisée car les populations ne savent quoi en faire. Une fois, le village était en manque de pluie. Les habitants ont donc eu l'idée de faire 7 fois le tour de la mosquée en demandant de la pluie. Avant le 7e tour, il a plu. À partir de ce moment, les habitants de Nando ont pris conscience du caractère sacré de la mosquée, puis de son utilité jusqu'à l'arrivée de la religion musulmane. L'islam est entré dans le village de Nando depuis très longtemps. Pour preuve, à l'arrivée de Sékou Amadou à Amdalaï, il y avait des marabouts ici. La mosquée de Nando est également un patrimoine architectural de taille. Des colonnes incorporées dans les 4 côtés de la façade, des bords de la toiture terrasse couronnée de multiples tourelles en tête, un mur bas avec des entrées arquées et des tourelles pointues qui entourent le bâtiment. Aussi, les murs intérieurs sont décorés par des thèmes dérivés du Coran. Au fil du temps et des crépissages triennaux, l'extérieur de la mosquée a subi les influences de l'architecture Dogon. Cette mosquée est faite uniquement de terre battue. Ce sont les boules de banco appelées touffets qui y jouent le rôle de briques. L'apparition mystérieuse de cette mosquée en cet endroit est à coup sûr une grande révélation islamique. Voilà, merci Cheikh Oumar. À suivre après ce journal, votre émission Action gouvernementale, numéro 29. Yaya Konaté et Sidiki Dambélé reçoivent le ministre du Développement industriel, Mohamed Ali Ag Ibrahim. Comment se porte le parc industriel malien? Quelles sont les réformes en cours? Les ambitions du département pour faire du Mali un pays industriel? Voilà autant de questions qui sont débattues au cours de cette émission à suivre donc sur le RTM. Voilà, sur ce se referme cette édition. Demain, 10h-13h, Mohamed Ouldou Mamouni. Pour les éditions du soir, vous serez avec Aïssata Ibrahim Maïga. Bon début de semaine en compagnie de nos programmes. Mais tout à l'heure, les nouvelles du temps, c'est avec Abibatou Djakité. Grand merci à nos téléspectateurs de Sanga, Bandiagara et Koro. C'est au Mali. Bonsoir à tous.